Je voudrais qu'on accueille, mesdames, messieurs, comme il se doit, le président de la CPME 31, Samuel Sett. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Alors, la journée se poursuit. Elle a commencé comment pour vous? Alors, je me suis réveillé. Non. Ben, elle s'est déroulée dans un concept que nous avons fixé, qui est celui d'arriver à se poser des questions sur notre activité, interroger un peu le métier de chef d'entreprise, et par diverses activités, et sur lesquelles on a pensé pouvoir proposer à nos chefs d'entreprise des possibilités de s'interroger. Donc, par exemple, les plateaux CPMX, donner des mini-conférences thématiques pour s'interroger sur la RSE, sur le développement durable, sur le développement commercial. On a également travaillé sur les rencontres avec certains de nos intervenants de ce soir qui sont venus développer des thématiques et notamment des questions qui sont parfois posées soit en dessous de manteau, à savoir est-ce que l'écologie est antinomique avec l'économie, à savoir les difficultés de recrutement que nous pouvions rencontrer, enfin tout un tas de petits ateliers qui viennent un petit peu nous mettre face à des changements que nous parfois subissons ou pour lesquels nous sommes parfois acteurs. Et finalement, cette soirée, c'est assez le continuum ou la clôture, c'est selon, d'une journée au cours de laquelle on va entendre des avis et sur lesquels on devra se positionner. Et on considère que de nos jours, le débat est quelque chose qui doit être protégé, qui doit être promu, qui doit être valorisé. Et que quand on n'est pas d'accord, c'est là que commence peut-être le principal intérêt pour ce qu'on a tendance à appeler peut-être l'économie de demain. Alors, parfois, quelques vieux dirigeants ou à l'ancienne école, par exemple, parlent de monde qui change, où plus rien ne sera jamais comme avant. C'est par exemple le discours d'Annie Crescenzo, qui est très dans le passé. Oui, ça, on le sait tous. Mais heureusement, d'autres personnes bien plus affûtées arrivent et reprennent le flambeau. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est marrant parce que je croyais que vous l'aviez arrêté, ce jeu de celui qui coupe les oignons, l'autre qui pleure. Non, ça continue, donc... Hein, non, je dis, vous avez toujours ce jeu entre vous, hein, c'est ça, d'accord. Bon, Samuel, les 10 commandements, il y a des clins d'œil, hein, ça vous les avez chopés au passage. À la fin, il faudra nous dire ce que vous en pensez du classement que ceux et celles qui sont dans la salle vont proposer, même imposer ce soir, parce que c'est eux qui décident. Si je vous mets au défi d'en trouver un 11e avant la fin de la soirée, c'est possible? Oui, ça devrait être... D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir ouvert dynamiquement, comme vous le faites toujours, et très sérieusement, cette petite soirée entre amis. On se retourne, on se fait une petite photo avec eux derrière. Ils vont applaudir très fort, vous allez voir. Applaudissements! Voilà, ça c'est pour la surprise. Et puis vous avez vu que ça tweet grave. Donc le hashtag 10CE si vous voulez tweeter, si vous êtes Twitter vous-même. Si vous aimez tweeter, si c'est votre passion, si le soir au coin du feu vous aimez tweeter, live est là. Et hashtag 10CE. Nicolas a déjà commencé, Poux, j'ai bien vu. Alors, mes invités, il y en a beaucoup. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Allô? Oui. Oui, oui, on a commencé, Nicolas. Excusez-moi, c'est Nicolas Bouzou. Oui, c'est ce qu'il est toujours en train de... Nicolas, on a commencé, on est en direct. Oui, comment? Ah, t'es en live? D'accord, excusez-moi. Donc, tu peux me mettre Nicolas Bouzou? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas là, Nicolas? Oui, bonjour mes amis. Alors, je peux pas vous rejoindre parce que je suis à Perpignan ce soir, mais je vais quand même vous donner mes 2 commandements du dirigeant d'entreprise. Le premier commandement, on pourrait l'énoncer ainsi, l'ouverture d'esprit, tu rechercheras. En tant que dirigeant d'entreprise, on est toujours pris par le temps, on est pris par 1000 contraintes, on a l'impression qu'on peut rien faire d'autre, surtout si on a un tempérament un peu centralisateur, on veut avoir un œil sur les affaires financières, on veut diriger le marketing, le commercial évidemment c'est ce qu'il y a de plus important. Et en fait ce que j'ai remarqué dans mon expérience, et notamment dans la partie consultant de mon expérience, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ont des difficultés à lever la tête du guidon. Moi, mon conseil, le conseil que je donne aux entreprises, aux dirigeants d'entreprise, c'est de travailler beaucoup moins. Alors, travailler beaucoup moins, en tout cas, travailler opérationnellement beaucoup moins, s'ouvrir l'esprit,
faire du sport pour réfléchir, lire, penser à l'avenir. Vous savez, le chef d'entreprise, il doit pas forcément être au-dessus. Ça, il y a des directeurs opérationnels pour ça, mais il doit être devant. Il faut toujours être devant. Alors justement, c'est ce qu'on vient de faire hein, avec la CPME Occitanie, puisque on revient de l'exposition universelle de Dubaï. On a pris une semaine pour visiter à fond cette exposition universelle, pour visiter évidemment les Émirats, Dubaï, Abu Dhabi, et ça nous a donné plein d'idées. Et vous verrez que les dirigeants d'entreprise qui ont voyagé, les idées finiront par ressortir sous une forme opérationnelle. Donc, travaillez moins d'une certaine façon et ouvrez-vous au maximum. Vous verrez, c'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est bon pour l'entreprise. Nicolas, attends, 2 secondes. Remettez-moi, Nicolas. Le deuxième commandement, tripote ta télé, parce que je pense que tu as un problème sur ta caméra, on te voit plus là. Appuie. Ouais, voilà. Mon deuxième commandement, c'est de l'autonomie aux collaborateurs, tu laisseras. Au fond, aujourd'hui, les entreprises ont un grand sujet d'attractivité. Il faut attirer les talents, les gens qui seront les mieux à même de faire progresser l'entreprise. Et vous savez, les gens de talent, ils demandent de l'argent, ça c'est complètement évident, hein, il faut les payer, mais ils demandent aussi du sens, il faut leur indiquer à quoi sert leur travail, il faut que l'entreprise ait un objectif. Ils demandent de l'autorité, mais de l'autorité au bon sens du terme. Hein. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme. Autorité à augurer, tirer les gens vers le haut. Et puis ils demandent de l'autonomie, parce que les gens brillants, ils ont pas forcément envie qu'on leur dise en permanence la façon dont ils doivent travailler. Il faut leur donner des objectifs. C'est évidemment, il n'y a pas d'entreprise libérée. Hein. C'est pas aux collaborateurs de fixer leurs objectifs. Ça n'existe pas, heureusement. Mais en revanche, il faut sans doute leur laisser davantage d'autonomie quant à la façon dont ils réalisent leur travail. Alors, là encore, pas d'excès, il faut bien évidemment former les gens, il y a des courbes d'apprentissage, toutes ces choses-là existent, mais je crois beaucoup à la question d'autonomie qui est liée à la question de la confiance. Et je rappelle que confiance vient de fides, en latin, fides, la foi, on donne sa confiance. Et on ne pénalise pas quelqu'un a priori, on le sanctionne toujours a posteriori. On sanctionne quelqu'un quand il a tromper la confiance. Et je pense que cette notion de confiance, elle manque beaucoup aujourd'hui, dans l'entreprise, dans la société française. Alors, quand je dis ça, parfois, on me dit, mais c'est un peu naïf, parce qu'il y a des gens en qui on peut pas avoir confiance. Mais alors, il faut pas être bien pensant, il faut pas être démago. Les gens en qui on n'a pas confiance, il faut pas travailler avec eux. Moi, j'entends des dirigeants d'entreprise me dire je peux pas avoir confiance en dans telle personne et donc je n'autorise pas le télétravail. C'est vraiment un problème et à mon avis, ça nécessite à minima d'avoir une conversation avec ce collaborateur, voire de s'en séparer. Voilà. Confiance, la confiance tu donneras. Merci. Salut. Peut-être à tout à l'heure. Applaudissements pour Nicolas Bouzou, s'il vous plaît. D'autres personnes qui aiment, qui connaissent l'économie vont se succéder à cette table. Je voudrais quand même remercier ceux qui sont tout à fait en haut écrits et qui nous permettent d'avoir une soirée et une journée consacrée à l'économie et aux entreprises ici dans la région toulousaine. Il s'agit de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, d'EDF Entreprises, Audi, et puis vous le voyez également la région et la mutuelle, ou les mutuelles, pardon, du Rempart, Audi Toulouse et la Fédération française du bâtiment. Je les ai tous cités, je pense, sans oublier la CPME, évidemment Occitanie, CPME 31. Mesdames, Messieurs, maintenant, nous accueillons avec des applaudissements nourris mes invités. Elle est avocate, droit des nouvelles technologies et des usages numériques, droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Moi, je l'ai connue en tant que pénaliste, c'est donc une avocate dans l'âme. Mais si la RGPD, ou le RGPD plutôt, est son quotidien, son caractère vous séduira ou vous impressionnera, mesdames, messieurs. Car derrière France, à moins que sa facette romanesque vous fasse découvrir les poèmes de son cœur. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Maître France Charuillet. À côté de France, nous allons accueillir ce soir 3 autres personnalités. Là aussi, applaudissements pour eux.
Tout d'abord pour cet essayiste et consultant en politique publique, membre de la Société d'économie politique, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, auteur de Les écologistes contre la modernité, mesdames, messieurs, Fergan Aziari, qui est avec nous ce soir. À côté de Fergan, on a un industriel toulousain qui est membre de la CPME 31. Cet industriel a créé en 2009 Aérotech. Autant dire que ça plane pour lui ce soir avec nous, membre du bureau depuis 2019, très proche des adhérents de la CPME 31. Et donc, on avait envie d'avoir son avis sur qu'est-ce qu'on doit faire, les 2 commandements que défendra Johan Clocher, mesdames, messieurs. Et à côté de lui, certains d'entre vous l'ont vu encore il y a quelques minutes, il est encore chaud bouillant comme à chaque fois qu'il arrive quelque part. Philippe, maintenant on l'appelle Philippe chaud bouillant. Philippe est un économiste et universitaire français, professeur en sciences. Qu'est-ce qu'on aurait aimé l'avoir, lui, comme prof de gestion, spécialiste de la finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut de haute finance et membre du Haut Conseil des finances publiques, et également président d'une association à Nérac sur l'aquarophilie. Mais ça, on en parlera après. Philippe Dessertine. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous, le 4e siège. Et puis, nous aurons un invité surprise puisqu'il y a 10 commandements et chacun d'entre eux va en défendre 2, va d'ailleurs vous les proposer car ce sont eux qui les ont créés, ces commandements. Et après, ils viendront plaider, pour certains d'entre eux, c'est pas compliqué, ces commandements. Et l'invité surprise, je vous en parlerai dans quelques minutes quand elle arrivera puisqu'il s'agit d'une femme. Ça fera plaisir à France. D'ailleurs, que je vous demande d'accueillir au centre de cette scène pour le premier commandement, mesdames, messieurs, France Charruyer. Alors France, le deal est simple. Ils sont sur leur smartphone. Tu peux nous mettre, s'il te plaît, le truc du public, là, où on en est, là, sur l'écran. C'est possible, Ludo? Pour l'instant, humain, tu resteras, qui est le premier commandement, est plutôt bien placé. On va voir s'il peut augmenter sa distance avec les autres. Après ton plaidoyer, tu as quelques minutes devant toi, entre 3 et 5, pour nous défendre. Humain, tu resteras 3 à 5 minutes, c'est à peu près le temps d'une pénaliste, normalement, non? Un peu plus? Allez, applaudissements pour France. Alors, les 10 commandements, qu'est-ce que c'est? On va peut-être commencer par ce qui est le plus simple. C'est 172 mots en hébreu. Quand il nous faut plus de 76 000 mots pour le RGPD, la protection des données et la réglementation. Alors, c'est peut-être un vœu de simplicité. Il faudrait peut-être s'en inspirer pour une sobriété heureuse à l'heure de la sobriété numérique, la sobriété écologique, et je fais un rêve, la sobriété administrative. Alors, on ne va pas donner de leçons aux entrepreneurs qui sont dans la salle, parce qu'ils sont humains par vocation, agiles et bâtisseurs par nécessité. Et qu'ils ont cette singularité émotionnelle. Et parce que tous les matins, lorsqu'ils mettent la clé dans la porte de leur petite entreprise, ils ont la trouille au ventre. Parce que ça se construit avec ses tripes, une petite entreprise. Alors la première leçon des 10 commandements, c'est peut-être de ne pas céder au veau d'or. C'est quoi le veau d'or à l'heure du tout numérique? C'est quoi le veau d'or à l'heure de la digitalisation? C'est quoi le veau d'or post-pandémie où on est réduit à des QR-codes de bonne santé? Où nos enfants portent des masques, où pour apprendre l'apprentissage, ça devient un exploit? Où on a parfois perdu certains de nos proches? Et où l'enfer, c'est l'autre? Alors le vœu de simplicité, bien ce n'est pas le mien, c'est celui des 10 commandements, avec une petite chose toute simple. Savez-vous pourquoi Moïse n'est pas enterré dans la terre promise et pourquoi il est enterré dans le désert? Il est enterré dans le désert parce qu'il a refusé le dialogue. Et Dieu l'a puni. Alors l'altérité, l'altérité, c'est ce qui va nous rendre meilleurs ce soir, du moins je l'espère. Parce que voir autrui est une fenêtre sur le monde, quand lui parler est déjà un privilège. Alors un monde gagné par la technique, oui, il est perdu pour la liberté.
Oui, l'altérité, c'est ce qui va nous rendre meilleurs. Oui, la simplicité, on va essayer de se la gagner. Et la confiance partagée, c'est le seul refuge contre l'incertitude. Alors les entrepreneurs qui sont là, on n'a vraiment pas de leçons à leur donner. Mais on va retenir 2 petites choses. La première, celle de vous faire confiance. La seconde, c'est de toujours considérer l'autre comme un humain. À l'heure où certains États érigent des murs, à l'heure où certains États ont la tentation du biopouvoir et du crédit social, où on va être noté. À l'heure où certains vont considérer qu'on sera peut-être des labradors des IA, où on va abandonner la technologie elle-même, à l'heure où certains, quelques happy few, font le tour de la planète pour la regarder brûler. Et ce rêve individu augmenté. Alors nous fabriquons le numérique, mais il nous fabrique aussi. Ça peut être la pire des choses, mais aussi la meilleure des choses. Le 15 novembre, un décret est sorti où on nous explique que l'on va peut-être réussir à décarboner le numérique par le numérique. Le numérique peut être la solution, mais l'humain, c'est le problème et c'est aussi la solution. Et ça sera la nôtre, et ça sera la vôtre. Alors je vais finir avec Saint-Exupéry parce que c'est peut-être ce qui me vient le plus à l'esprit. Le Petit Prince, qu'est-ce qu'il pose comme question? Il dit à qui appartiennent les étoiles? Mais on ne possède pas les étoiles. Les rois ne possèdent pas les étoiles. Ils gouvernent. Nous devons donc être souverains. Nous devons être combatifs. Reprendre notre destin en main. Merci France. Ça vous a séduit? Ça vous parle? Il est déjà en haut peut-être dans votre classement. S'il ne l'était pas, remontez-le. Ce premier commandement signé France Charhuillet, humain, tu resteras. Il a augmenté par rapport à tout à l'heure. Bravo maître, vous avez fait progresser un tout petit peu votre item qui était déjà très très haut. Tant mieux. Le deuxième à venir pour son premier commandement, l'impact social et environnemental, tu rechercheras. Il s'agit de Philippe Dessertine, mesdames, messieurs. Applaudissements pour lui. C'est ça, je ne me suis pas trompé? Ou je me suis trompé de commandement? En fait, je sais Ah non, non, Philippe, pardon, c'est ton capital humain, tu développeras, excuse-moi, autant pour moi. Il y avait une certaine liaison. Pourquoi pas? Il y avait une certaine liaison avec le... Super bien les oui, oui, oui. commandements, donc moi je peux défendre. Mais tu étais capable de rebondir sur celui-là? Ah oui, 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 je pouvais y aller parce que je trouvais très bien aussi. Hein. Ouais. Ou alors, non, j'aurais demandé à maître de le faire à ma place parce que honnêtement, je le trouve très très bien. Donc là, il fait évidemment comme Moïse, je dois lever les bras. Hein. Quand il baisse, boum, j'ai évidemment les statistiques qui baissent aussi. Donc on est d'accord. Hein, Ton capital humain, tu préserveras. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un beau commandement, effectivement. Je ne me souvenais pas l'avoir dit, mais je trouve qu'il est très, très bien. En effet, nous rentrons dans une période dans laquelle les entreprises françaises, les entreprises mondiales sont toutes en train de dire comment on va recruter. Alors là, évidemment, il ne faut pas que je sois redondant parce qu'il y a 10 minutes, j'étais en train de dire la même chose dans un plus petit amphi et les gens qui vont dire ça y est, ils se répètent, ils radotent, évidemment, ils ne vont pas voter pour ça. Alors que pourtant, c'est absolument primordial de dire que oui, ce qui va être le grand enjeu de la période à court terme va être de trouver les talents pour les mettre en face de la croissance possible. La croissance est possible. Aujourd'hui, nous avons les clients, nous avons la perspective devant nous, mais nous risquons de manquer d'humains, de manquer de talents. Parce qu'en fait, quand même, si vous regardez, il y a plusieurs commandements qui se ressemblent. On ne s'est pas concerté, ils ne nous l'ont pas dit, mais les commandements, effectivement, sont souvent autour de cette idée, la ressource humaine est le grand problème, la grande question et la grande solution des entreprises de demain, pour reprendre la formule de France tout à l'heure. Donc oui, je crois qu'en effet, la grande question qui va se poser, que déjà a évoqué Nicolas tout à l'heure, depuis Perpignan, c'était de dire, en réalité, 1, je dois conserver mes talents, 2, je dois essayer d'en attirer d'autres. Je dois réfléchir comment parler aux talents potentiels pour les faire venir chez moi. Et Nicolas avait raison, la question du salaire peut ne pas être l'élément primordial. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de gagner la course quand je vais essayer de proposer du salaire. Et peut-être même, je suis sûr de la perdre quand je suis une entreprise petite, parce que l'entreprise très grande va proposer aussi des très grands intéressements. Et pourtant, je peux très bien attirer du salaire. Je peux très bien attirer du talent formidable dans la petite entreprise parce que je peux proposer autre chose.
je peux proposer une perspective nouvelle, je peux proposer, non, j'en bafouille, je peux proposer des perspectives à long terme et du sens immédiat. Et je crois que oui, là, aujourd'hui, lorsqu'on est en train de dire comment faire pour attirer le talent dans l'entreprise, comment faire pour garder celui qui est là, eh bien, c'est réfléchir à la façon dont demain, les humains de l'extérieur, cette inversion-là qui est en train de se passer, c'est aujourd'hui la personne qui choisit l'entreprise plus que l'inverse. Comment faire pour que, oui, le chef d'entreprise se dise « finalement, les talents ont envie de rester avec moi ». C'est une vraie question qui se pose, c'est une vraie question qui va se poser de plus en plus aujourd'hui dans l'entreprise en France et ailleurs. C'est quelque chose qui concerne les jeunes, et c'est vrai qu'évidemment, là, peut-être on n'a pas utilisé l'adjectif, je n'ai pas bien regardé sur les commandements, mais peut-être j'insisterai en disant qu'aujourd'hui, en Californie, par exemple, dans les entreprises qui arrivent à attirer des talents, elles cherchent à embaucher de plus en plus des gens qui sont plus seulement jeunes. Les jeunes sont trop axés sur l'immédiat, la technologie, la technique. Ça y est, on l'a. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le personnel que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait avec l'activité? Comment on répond aux besoins du client? C'est intéressant de voir qu'en Californie, on dit on embauche des vieux. Alors attention, ils disent que les gens sont vieux très très tôt quand même en Californie. Donc, mais ils peuvent embaucher des vieux très très tard. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, quand on est en train d'essayer de conserver ou de recruter du talent, ça peut être du talent qui va nous faire changer de vision à l'intérieur de l'entreprise, qui va nous faire changer de vision sur la manière dont nous allons pouvoir inventer un autre modèle sur l'activité qui est la nôtre. De ce point de vue, jeunes, vieux, ou peut-être aussi d'ailleurs parfois des jeunes gens ou des gens plus âgés qui sont très différents de ceux que j'ai l'habitude de rencontrer. C'est intéressant de parler d'intégration sociale autour de l'entreprise, parce que l'intégration sociale, ce n'est pas juste être citoyen ou être philanthrope, c'est faire rentrer le regard différent qui va me permettre de produire une richesse différente. Au moment où nous nous trouvons aujourd'hui, en 2021, nous sommes devant le grand défi d'inventer une nouvelle richesse économique. Inventer une nouvelle richesse économique, c'est probablement avoir 2 nouveaux types de talents dans l'entreprise, faire changer ce que nous avons, les former, les pousser à voyager, Nicolas avait raison tout à l'heure, les pousser à réfléchir à autre chose, mais c'est peut-être aussi recruter des gens qui sont tellement différents que normalement, j'aurais dû refuser. Pourquoi pas cette perspective? Elle complète bien, je trouve, le commandement. Et quand je lève les bras, j'espère que ça fait monter le commandement. Merci. Ton capital humain, tu développeras. Philippe Dessertine, si vous avez été subjugué, vous applaudissez et vous votez. Ton capital humain, tu développeras, est en 3e position pour l'instant. Je vous rappelle que vous bougez en drag and drop et vous validez en bas. Sinon, ça n'impacte pas sur le classement qui est devant mes yeux. N'oubliez pas d'aller en bas valider. Pour l'instant, premier humain, tu resteras à 9 points. Persévérant, tu seras à 7,4 et juste derrière, Philippe, ton capital humain, tu développeras 7,2. Mais la soirée ne fait que commencer. D'ailleurs, Johan, qui est le 3e intervenant, va nous rejoindre pour défendre un de ses commandements sous vos applaudissements. Johan Cloget, s'il vous plaît. Ça marche? Pas de bouton. Par contre, Ludo, un petit message private pour le technicien Ludovic. Il faut l'applaudir très fort. Ça fait, c'est un des piliers de Diagora, ce garçon. Applaudissements pour la régie là-haut. Montre-moi un peu les retours sur scène, s'il te plaît, parce qu'on ne s'entend pas bien sur les retours. Persévérant, tu resteras, c'est ça, ton premier commandement? Oui, c'est ça. En fait, vu ta tête, tu y crois. C'est non, j'y crois. Alors, j'y crois, mais franchement, merci le cadeau, parce que passer derrière eux, c'est normal, pas simple. Parce qu'on a mis la barre à ton niveau. Ah, c'est gentil. Voilà, remets-toi vers le devant, parce que tu partiras pas comme ça. Yann, tu es à un haut niveau. La preuve, c'est qu'on va t'applaudir 2 fois, s'il vous plaît. Johan, merci. Bon, Nicolas m'a appelé il y a 2 jours pour me demander de parler de quelque chose ce soir, de pitcher, en me disant il faut que tu pitches sur des valeurs, des commandements de l'entreprise. J'ai au départ voulu refuser, bien entendu, mais rapidement je me suis dit qu'en effet, l'une des valeurs pour moi de chef d'entreprise, c'était la persévérance. J'allais dire l'entrepreneuriat, non, la persévérance.
Pourquoi la persévérance? Parce que tous les jours, on est obligé de se battre, de continuer, de croire en nos propres objectifs. Et je me suis rappelé d'une légende, la légende du bourdon. Peut-être que certains connaissent déjà cette légende, mais je vais vous la raconter. En fait, le bourdon, il a été créé sur Terre. Au départ, on ne sait pas trop pourquoi. C'est une petite bête disgracieuse, grosse, avec des petites ailes, qui n'étaient pas faites pour voler. Les scientifiques ont beaucoup réfléchi et essayé de chercher le bourdon. Pourquoi ce bourdon, il arrive à voler? Il est petit et son rapport poids-puissance fait qu'il n'est pas possible que ce bourdon il vole. Alors je vais vous faire le bourdon pour vraiment imaginer. Donc le bourdon, il essaye de voler, hein, il essaye de s'envoler. Tu le fais très bien. Je le fais bien. Et normalement, je fais le bruit avec. Donc on fait le bourdon. Mais le bourdon ne décolle pas. Mais le bourdon, lui, il ne veut pas être là. Le bourdon, il veut être là. Donc il regarde dans l'air, il voit Madame la guêpe, qui elle est fine, grande, élancée, avec des grandes ailes. Avec 3 battements, elle pourrait battre Carl Lewis sur un 50 mètres. Donc elle a envie. Il a envie lui aussi de faire comme elle. Donc le bourdon, il essaye encore. Mais il n'y arrive pas. Est-ce que tu peux le refaire? Parce que je crois que Nicolas t'a raté au niveau de la photo pour le live tweet. Je vais le refaire. Donc il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas le bourdon. J'ai soif du coup. Je vais juste boire un coup. Fais comme chez toi, cool. Merci. Donc pardon, le bourdon n'y arrive pas. Mais le bourdon, il s'est mis un objectif. L'objectif, c'est de voler, de ne pas être comme les autres. Il veut voir la vie d'en haut. Donc, le bourdon réessaye. Je réessaye le bourdon. Voilà. Et là, il y arrive. Et oui, il y arrive parce qu'il a concentré son énergie, il a canalisé son énergie sur son objectif qui était de voler. Il y arrive même 200 battements par seconde. Il crée un vortex autour de lui, un tourbillon. Je suis dans l'aéronautique. Il crée un tourbillon autour de lui qui lui fait même avancer jusqu'à 20 km/h. Le bourdon a réussi. Il y arrive. Eh bien, chers collègues, nous, chefs d'entreprise, on doit être des bourdons. On doit se fixer un objectif, on doit dépasser nos handicaps, nous enlever nos limites, croire en ce qu'on veut faire, canaliser notre énergie pour atteindre cet objectif, et normalement on réussit. Parce que de toute façon, que vous pensiez que vous alliez échouer, que vous pensiez que vous allez réussir, dans les 2 cas, vous avez raison. Applaudissements pour Johan. Merci. À tout à l'heure pour le 2e commandement. Je regarde persévérément, tu seras, et passé à la 2e position, jeune homme, après cette prestation. Regardez, il est là, à 7,41, devant ton capital humain, tu développeras, de 7,34. Tu vois ce que je veux dire? Quand je parle de haut niveau, tu es passé devant Philippe Dessertines. Mais il n'a pas fini, Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, t'es devant, hein, quand même, hein, avec ton bourdon. C'était pas gagné, quand même, hein, l'histoire. Hein. Bon, bravo, en tout cas. Applaudissements maintenant, mesdames, messieurs, pour notre 4e intervenant, Fergan Aziari. Alors, Fergan, là aussi, c'est pas simple, parce qu'on va parler de rentabilité. La rentabilité de ton entreprise, tu obtiendras. Pourquoi la rentabilité? 5 minutes pour défendre ce point de vue qui me paraît être très intéressant. C'est en effet la rentabilité de ton entreprise, tu obtiendras, mais mieux encore, c'est la rentabilité de ton entreprise, tu maximiseras. C'est là l'objectif et le commandement que je voudrais vous proposer. Milton Friedman, grand économiste et prix Nobel d'économie, avait cette formule qui à l'époque avait fait pas mal parler. Il disait « La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de maximiser son profit ». Et à l'époque, tout le monde était un peu interloqué. Quoi? Maximiser son profit? Mais n'est-ce pas là un objectif cupide? N'est-ce pas là le signe de l'avidité? N'est-ce pas là le signe d'un égoïsme qui se désintéresse du bien commun, comme si finalement le profit était antinomique au bien commun, alors même qu'il est son allié le plus puissant. Qu'est-ce que le profit? Le profit, c'est la définition en tout cas que donnait un économiste français célèbre qui s'appelle Paul Leroy-Beaulieu. Le profit, c'est la boussole de la production. Le profit, c'est le signal qui informe l'entrepreneur qu'il est en train de créer de la valeur pour l'ensemble de la société. Qu'il est en train de créer de la valeur, certes, qu'il est en train d'employer des ressources à des fins productives et qu'il est en train d'employer ces ressources à des fins productives avec le moins de gaspillage possible, puisque c'est bien là, après tout, le rôle d'une entreprise productive, c'est de produire de la valeur
en optimisant ses facteurs de production, en optimisant ses ressources. Et à l'heure où l'on parle beaucoup de la question écologique, de la question environnementale, de la nécessité d'utiliser au mieux nos ressources limitées, il faut bien marteler que la recherche de la rentabilité n'est absolument pas antinomique avec le bien commun, mais qu'elle est au contraire la condition de ce bien commun, car oui, l'entreprise la plus rentable est celle qui crée le plus de richesses possible en gaspillant le moins de ressources possible. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu dois maximiser ta rentabilité, tu dois être décomplexé quant à la manière de gérer tes facteurs de production. Ça veut dire optimiser ses coûts, optimiser éventuellement l'emploi de main-d'œuvre, ne pas hésiter à automatiser quand il faut automatiser, ne pas hésiter à gagner en productivité, car c'est là la condition même d'un emploi des ressources judicieux, créer de la valeur, rentabiliser au maximum l'entreprise, c'est là le signe de l'entreprise qui réussit, c'est là le signe de l'entreprise qui contribue le plus au bien commun. Donc, conclusion, ne jamais avoir honte d'être une entreprise qui dégage le maximum de rentabilité possible, c'est là la preuve de la réussite et c'est là la preuve de la contribution positive pour l'ensemble de la société. Merci Fergan. On va regarder les votes. Je vous rappelle, hein, vous votez tous autant que vous le voulez, comme 31.fr. Sur l'appli, vous faites votre classement. Et puis, il peut évoluer en fonction des interventions des uns et des autres. Pour l'instant, humain, tu resteras devant. Persévérant, tu seras étant 2. Ton capital humain, tu développeras étant 3. L'impact social et environnemental, tu rechercheras étant 4. Ta rentabilité de ton entreprise, tu obtiendras en 5. La parité dans ton entreprise, tu établiras. Le local, tu privilégieras. Contre le dérèglement climatique, tu agiras. La facture fiscale, tu optimiseras. Tes données, tu valoriseras. C'est normal que les autres ne soient pas montés puisque pour l'instant, personne ne les a défendus. C'est en tout cas mon analyse. Eh bien, tiens, puisqu'on parle d'analyse, et si on allait voir des personnalités qui sont avec nous aujourd'hui, alors qu'elles auraient pu être sur d'autres lieux ou carrément en train de regarder une belle série sur Netflix. Et je pense notamment à la région qui est en ce moment un peu partout, dans toutes les soirées où il faut être. Vous croisez ce Gardois, cet Alésien, école des mines, qui est plus toulousain que gardois aujourd'hui, tellement je le croise sur des sites partout. Et je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Jalil Beladila qui est avec nous. Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Alors, Jalil, 2 minutes. Une. C'est possible? Moi. Non, c'est pas possible. Si, tu vas voir. Si? Je donne mon commandement et je m'assois. Ça te va? D'accord. Jalil, un petit mot sur ces 10 commandements et puis peut-être le vôtre après, Oui. en effet. Avec plaisir. Mais écoutez, moi je passe une bonne soirée, c'est vrai. Je suis ravi. D'abord, félicitations aux pitchers. Je ne vais pas les citer parce que je connais certains, mais pas d'autres. En tout cas, bravo. C'est vrai que ça influence et ça peut faire changer le classement. Alors moi, j'ai d'autres recommandations, si je peux me permettre. Un autre commandement, ce n'était pas prévu. Hein. Non, c'est pour ça. Piégé, C'est hein. complètement improvisé. Mais en même temps, vous êtes quand même le président dire. en charge de l'économie en particulier. Oui, donc en la région, tu croiras, c'est ça. Ouais, voilà. Non, ça, je viens de l'inventer, mais... Et encore, j'aurais pu dire la présidente de la région, tu Oui. crois. Je l'ai Là, pas ça dit. devient Je l'ai pas dit. ça Je devient l'ai pas politique. dit. Ça devient Non, politique. je ne l'ai pas dit parce qu'il y a de tout dans la salle. Non, ce que je dirais, moi, c'est plutôt les pessimistes, les rabat-joie, les tristes et les sceptiques, tu éviteras. Voilà, c'est ça. Oh, parfait, bravo. Merci, Jalil. Alors, je vous ai dit que nous aurions un invité, ou plutôt une invitée surprise. Pas si surprise que ça, parce qu'elle a beaucoup communiqué, et notamment sur le fait qu'elle allait venir. Elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, pour des raisons très simples de logistique et de grève, et qui donc l'empêchent de repartir ce soir par l'avion qu'elle aurait eu envie de prendre. Mais elle a voulu absolument être des nôtres, et donc Victoria Abril, pardon ? Ah, Paloma Castro, je les confonds toutes les deux, excusez-moi. Paloma Castro va vous expliquer son point de vue sur ce commandement qu'elle a elle-même créé, la parité, tu
établiras dans ton entreprise. Paloma Castro qui va défendre pendant quelques minutes sur cet écran parce qu'elle a enregistré un message très sympathique pour nous. Allez, Paloma, on t'écoute. La parité dans ton entreprise, tu établiras. Pourquoi? C'est évident. On a des chiffres qui nous disent 60% oui, plus de succès si tu as des femmes et des hommes ensemble. La richesse de la complémentarité amène les boîtes, les résultats, les produits plus performants. C'est dans l'intérêt, pas seulement de l'avenir de la boîte, mais de la façon dont on bâtit ces équilibres. Et dans la parité, on trouve aussi les talents qui viennent, la diversité qui amène des points de vue différents. Et c'est évident. Aujourd'hui, sans la parité, il y a un pilier fondamental de ta boîte qui ne va pas marcher. Ça, c'est pour le premier commandement de Paloma. Si vous ne la connaissez pas, qui est une spécialiste de la communication d'entreprise, des stratégies de marque et des relations investisseurs. Elle apporte son expertise souvent aux équipes d'Euro Agency sur les plans nationaux et européens. Et elle a travaillé comme responsable de com notamment et des relations publiques pour plusieurs sociétés comme McDo, eBay, PayPal, Louis Vuitton, Moet Hennessy, Cartier, enfin bref, beaucoup de grands noms. Et son accent espagnol est tout à fait charmant, n'enlève pas sa qualité et sa conviction et sa pugnacité à défendre la parité dans l'entreprise. C'était son premier credo. Et donc là-dessus, même si l'intervention est plus courte, eh bien, n'hésitez pas à voter et à donner votre point de vue dans la salle si vous êtes convaincu que la parité dans ton entreprise, tu établiras, est un commandement qu'il faut absolument imposer comme un des premiers ou le premier. À vous de le faire, de le classer sur votre appli et de valider en bas, bien entendu. Il y a des moments où, après le flux, vient le reflux. C'est le moment de retrouver Mister Philippe Chaleur Dessertine sur ce centre de podium. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, Philippe Dessertine, le retour. Ça va Philippe, vous passez une bonne soirée? Oui, oui, très bien, très bien, très bien. En plus, vous avez gagné un surnom qui vous va à merveille. Oui, hein, je suis un peu surpris, mais ça va très bien. Ça, oui. demain à Nérac, ça va faire un carton. Hein, C'est sûr, oui, oui. Je pense que ça va les défriser, les Lot-et-Garonnais, quand même. C'est possible. Un peu, parce que le Lot-et-Garonnais est quand même calme au départ. Hein. Oui, il est calme, mais chaud. Mais chaud, c'est normal, à Porte d'Agen. Porte d'Agen. Donc les pruneaux. Ça n'a rien à voir. D'accord. Rien à voir, Philippe mais c'est Dessertine, intéressant, le deuxième engagement, le deuxième commandement, ça marche, hein, ne vous Le inquiétez deuxième pas. engagement, c'est que le micro doit marcher. Donc Vous savez, quand c'est bon. vous tapez sur le micro, ça ne le fait pas fonctionner Non, mieux. mais, Hein. ça fait écouter si ça marche. Vous voyez, c'est Ah, ça les deux trucs. d'accord. Donc, Alors Philippe Dessertine, le deuxième commandement, quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit, oui, je et sais. ça m'a un peu surpris, pour tout vous dire. Oui, je pense que c'est le dernier, non? C'est bien moi? Est-ce que c'est moi le dernier? Je sais plus. Faites voir. Tes données, tu valorises, c'est celui-là ou non? Non, c'est pas ça, vous. Ah zut, pourtant Non, j'aurais non. pu. Non, Les gens vont être déçus dans la salle. c'est l'antépénultième. C'est contre le dérèglement climatique. Ah oui, d'accord. Je sais pas, moi, la facture fiscale, tu optimiseras. Parce C'est que pas là, vous, je ça. pense que je vois quelqu'un qui a dû le prononcer. J'aurais pu aussi. Hein. Donc, c'était contre le dérèglement climatique, tu agiras. C'était. Contre le dérèglement climatique, tu agiras. C'est bête parce que je voulais défendre le dernier. Tes données. Oui, mais enfin, à un moment donné, Philippe. Donc, il faut vraiment défendre le dernier aussi. Ouais. C'est important. D'accord, on le fera après. Si vous voulez, vous le faire en duo. Vous voulez le faire en duo? Non, on le fait On pas en peut. duo, mais déjà, je dis quand même, c'est pas possible qu'il soit si bas, celui-là. C'est vrai? Ah, mais oui, c'est un vrai problème. Tes données, Évidemment. tu régulières. Oui, tu vois. Tes données, tu valoriseras. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'elle va arriver, France. Ah, Vous mais inquiétez c'est pas. France. Mais je croyais que c'était non, de la facture fiscale. Non. Mais je sais plus qui c'est alors. Ah oui, c'est vrai. Ah bah donc voilà. Donc, en fait, Il y a- il faut et- trouver qui a dit les commandements. Philippe- Nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est-à-dire, Alors, quand vous êtes là-bas, vous dormez. Donc, hein, on est Non, d'accord. c'est pas qu'on dort, mais on se dit, mais j'aurais pu dire ça en fait. Vous vous souvenez de Georges Marchais, hein, qui dormait. Il disait non seulement tu Georges dors, mais en Marchais. plus tu dis des conneries. Hein, Quand je Georges. marchais dans la salle, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent pas du tout, qui l'ont jamais connu. D'accord. Hein, donc, Bon, alors, Donc Philippe Alors, Dessertine, donc maintenant là, nous nous effectivement- focalisons pendant 5 minutes sur... contre le dérèglement climatique, tu agiras. Voilà, et on vous écoute. Alors, j'y vais. Donc, et oui, c'est même bizarre qu'il soit si mal placé aussi. En fait, c'est un très bon commandement. L'autre jour, donc là, j'ai pas raconté cette histoire tout à l'heure parce que ça m'embête un peu, évidemment, d'être redondant avec les gens que j'ai vus tout à l'heure, juste avant de rentrer. Parce que s'ils commencent à radoter, c'est embêtant. Donc, j'étais avec des jeunes gens au début d'année.
Et ces jeunes gens, bah oui, si je voulais raconter quand même, hein, des jeunes gens qui me disaient, il n'y a plus d'avenir dans la planète. Oui, c'est vrai, hein, même d'ailleurs. Oui, qui disait, je ne vais pas prendre ma retraite, effectivement, parce que je serai mort. C'était l'autre jour, en septembre. C'était des gens bien éduqués et c'était des gens qui le pensaient vraiment. Et là, quand ils sont en train de vous dire ça, les gamins, aujourd'hui, et ce que je disais, peut-être dans vos familles, vous avez exactement les mêmes, qui sont terriblement inquiets pour leur avenir. Lorsqu'on est en train de leur parler des règlements climatiques, on est en train de leur parler d'un système économique qui ne marche pas à une humanité de 8 milliards d'humains. C'est-à-dire, on est en train de dire, il y a un vrai problème, parce que quand on est en train de parler des règlements climatiques, on pourrait dire on est trop nombreux, on pourrait dire, je ne sais pas, on mange trop de bœuf ou des choses comme ça, on dit parfois. Mais en réalité, fondamentalement, le problème, c'est que nous avons un système économique qui est inadapté à l'humanité d'aujourd'hui. Et lorsqu'on dit cela, ça veut dire qu'il faut qu'on change de système économique. Alors, le fait que vous ne votiez pas pour ça, c'est peut-être que vous êtes en train de dire, ah oui, mais donc, ce n'est pas mon problème, ça doit venir de là-haut. Là, souvent, c'est les questions qu'on pose d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand vous voyez les gens qui sont au pouvoir? Alors, ils disent qu'il faut changer, peut-être même au sommet de la région, en disant ils vont peut-être nous proposer un nouveau système, c'est à eux de faire le boulot. Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord. Vous ne votez pas assez pour ça, alors que vous êtes chef d'entreprise. Quand il va falloir inventer un nouveau modèle économique qui soit de développement durable, ça ne viendra pas d'en haut. Ça ne viendra pas des COP 21, 22, 23, 24, 26, 27. Non, non, d'ailleurs 26 l'a démontré. Là-bas, on discute, on s'écharpe, mais évidemment, on n'invente rien. D'ailleurs, si on inventait dans une COP, ça fait longtemps, effectivement, qu'on aurait démultiplié les COP. Non, l'invention, elle va venir du terrain. Elle va venir de chez vous. C'est vous, dans les entreprises, qui au jour le jour allez inventer le développement durable de demain. Les grandes révolutions, les plus grandes révolutions dans le mode de fonctionnement économique du passé n'ont jamais été décidées d'en haut. Elles ont été décidées sur le terrain. Et en général, d'ailleurs, et le haut, c'est-à-dire l'État, et le droit galope derrière, en train de dire « Ah oui, oui, ils ont raison, c'est ça qu'il faut faire ». Ou d'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais effectivement, on va essayer d'encadrer. Donc lorsqu'on est en train de dire que le dérèglement climatique est le problème premier de notre époque, c'est celui qui inquiète tous nos enfants, et parfois aussi pas que les enfants, que donc nous devons trouver une solution très rapide, c'est bien un problème posé à l'économie. Et quand on dit problème posé à l'économie, c'est ni aux théoriciens, ni aux enseignants de fournir la solution. C'est bien aux gens du terrain, c'est bien aux gens de l'entreprise. Donc ça veut dire que chacun dans nos entreprises a toutes les responsabilités que l'on peut avoir, depuis celui qui est au sommet jusqu'à celui qui est à la base. On doit se dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et si je fais quelque chose qui finalement n'est pas si mal, ce serait bien que j'en parle, par exemple, aux conventions des CPME, pour dire « Et pourquoi vous ne feriez pas comme moi? Pourquoi vous ne m'aideriez pas à faire encore mieux ?» Donc non, non, ce commandement-là, il faut qu'il soit le premier. Pas pour moi, pas pour le vote, pour nos gamins. Merci. Merci Philippe. Pour quelqu'un qui n'avait pas de commandement à défendre, c'est bien quand même, hein? Ah ouais, je trouve. Par contre, quand tu comptes sur les gens du terrain, tu n'as pas vu la tête qu'ils faisaient? Ils n'étaient pas souriant, hein? Ouais. Bon, alors on regarde un peu les chiffres là. Contre le dérèglement, vous en êtes où là? Ah oui, c'est bien, tu es toujours avant-dernier. Tu as été bon, hein, Philippe, hein? Bon, c'est pas fini, ça peut évoluer bien entendu. Vous avez toute la soirée pour faire évoluer ce classement en votant et en validant en bas à droite. Hein. N'oubliez pas de valider en bas à droite parce que c'est en train de remonter. Ça se tire la bourre avec... t'es remonté, dis donc. T'es remonté d'un grand. Très bien, c'est en train de remonter. Bon, nous allons accueillir maintenant, mesdames, messieurs, pour son grand retour, Fergan Aziari, s'il vous plaît. Applaudissements pour lui. Alors après la rentabilité, on est dans les chiffres avec Fergan. Ouais. On va parler fiscalité. On va parler fiscalité. La fiscalité, la facture fiscale, tu optimiseras. La facture fiscale, tu optimiseras. Tes impôts, tu réduiras. Tu paieras le moins d'impôts possible. Alors, comment ce comportement pourrait-il être vertueux? Et là, je vais citer un autre homme qui s'appelle Winston Churchill, qui avait cette phrase en disant une nation qui essaye de prospérer par l'impôt, c'est comme un homme dans un seau qui essaie de se soulever par la poignée.
J'aime bien cette métaphore, j'aime bien cette comparaison. C'est exactement ça. Et ce qui est assez étonnant finalement, c'est que la nature dissuasive de la fiscalité fait aujourd'hui consensus au-delà des clivages partisans. C'est-à-dire que tout le monde admet que la fiscalité a des aspects dissuasifs. La preuve, c'est qu'on s'en sert aussi à des fins parfois punitives et dissuasives. Qu'est-ce qu'un partisan de la taxe carbone, sinon quelqu'un qui admet le caractère dissuasif de la fiscalité comportementale? Qu'est-ce qu'un protectionniste qui réclame des taxes douanières, sinon quelqu'un qui admet que la fiscalité douanière décourage le commerce international? C'est donc parfois à se demander ce que recherchent ceux qui, en France, aiment bien imposer une fiscalité toujours plus outrancière sur le travail et le capital. Que recherchent-ils? Et c'est là où je voudrais donc proposer ce commandement. Ta facture fiscale, tu optimiseras, en essayant de vous convaincre que réduire sa facture fiscale, réduire les charges qui pèsent sur l'entreprise, c'est quelque part faire acte de vertu. Car aujourd'hui, on sait que les charges se répercutent sur les parties prenantes qui tournent autour de l'entreprise, elles sont répercutées sur l'actionnaire, elles sont répercutées sur le travailleur, elles sont répercutées sur le consommateur. Et donc, cela se traduit par une rémunération du capital plus faible, moins de dividendes, des salaires plus faibles et des prix plus élevés pour le consommateur. Autrement dit, une entreprise qui optimise sa facture fiscale, c'est une entreprise qui permet de mieux rémunérer ses travailleurs et ses collaborateurs, et donc attirer davantage de talents, mieux les récompenser. Une entreprise qui optimise sa facture fiscale, c'est une entreprise plus compétitive, capable de fournir des biens et des services plus compétitifs pour les consommateurs, et donc servir plus de consommateurs avec des produits moins chers. Et enfin, une entreprise qui optimise sa facture fiscale, c'est une entreprise qui permet de rémunérer plus généreusement l'actionnaire, et donc plus de dividendes. Qui dit plus de dividendes dit plus d'investissement, plus d'incitation à épargner, à investir. Et on sait que ce sont ces processus-là qui conditionnent la prospérité des nations. En tant que citoyens, nous avons intérêt à ce qu'il y ait le plus d'entreprises possible qui encouragent les travailleurs, les actionnaires à investir, à entreprendre, à travailler. Et c'est dans cette condition-là qu'on peut favoriser la prospérité d'un pays. Donc ta facture fiscale, tu optimiseras pour être plus compétitif. Alors, est-ce à dire que cela revient nécessairement à altérer la qualité des services publics? C'est l'argument qu'on pourrait nous opposer, à ceci près que, en France, nous avons, on le sait, les prélèvements obligatoires les plus élevés du monde développé. Est-ce à dire que nous avons les services publics les plus performants? J'en doute. Nos voisins suisses ont une fiscalité plus faible de 20 points environ, un peu moins peut-être, et je ne crois pas que les services publics suisses soient nécessairement défectueux. Alors peut-être que plus de concurrence fiscale entre les États, c'est aussi un moyen pour ces mêmes États de se remettre en question. Après tout, on affectionne la concurrence entre les entreprises, car c'est cette concurrence qui permet l'émulation, qui permet aux entrepreneurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour fournir les meilleurs services au meilleur rapport qualité-prix. Et si la concurrence fiscale entre les États encourageait ces derniers à se remettre en question et à se montrer plus efficaces dans la manière d'élaborer et de mettre en œuvre leur politique publique, sans que cela ne porte atteinte aux objectifs de garantir la solidarité nationale, puisqu'une protection sociale élevée est tout à fait possible dans un contexte fiscal plus sobre, d'autant que la solidarité n'a pas forcément à être le monopole de l'État. Les entreprises elles-mêmes peuvent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre de la solidarité par la philanthropie. Ta facture fiscale, tu optimiseras pour être plus compétitif, pour rendre ton pays plus prospère et pour être plus solidaire. Merci. Fergan, Aziari, tu as juste oublié de nous dire comment on fait pour ne pas payer d'impôts. Alors, il faut payer des avocats fiscalistes, ils s'en chargeront. D'accord, très bien. Bon, Fergan, merci beaucoup. Nous allons maintenant avoir un autre retour, celui que la France entière maintenant, depuis qu'on a tweeté du côté de CPME Occitanie, nous envie.
celui qui fait le buzz sur le tweet. Il a été retweeté 253 fois en moins d'une minute, notamment par des stars. Oui, Johan, c'est bien toi dont il s'agit. Johan, alias le Bourdon Clocher, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs. Alors, Johan, on t'attend bien entendu sur ce terrain-là, puisque maintenant, sur la deuxième partie de l'exercice ce soir, et là, la barre est encore haute, il faut décrocher la timbale, il faut arriver en première position avec un commandement qui s'appelle... J'ai changé de sujet. Ah, Je vais vous parler de la pugnacité, parce que j'ai une histoire sur les fourmis, justement, qui est hyper intéressante. oui, oui. Alors, Non. je veux bien, mais comme elle n'est pas dans la liste, tu ne peux pas gagner. Ah, Ouais. Donc, on va parler plutôt du local. Pourquoi le local? Et pourquoi le local? En réalité, on parle tous aujourd'hui de réindustrialisation, de relocalisation. C'est un sujet que je voulais porter à la CPME avant le Covid. Je n'ai pas pu le porter malheureusement. Néanmoins, on parle de ça et c'est très séduisant l'idée de se dire tiens, on va relocaliser, on va refaire revenir les entreprises. C'est top dans l'idée, tout le monde voterait pour. N'empêche que tout ça, ce n'est pas possible. On ne fera pas revenir les entreprises, on ne fera pas revenir des industries pour la simple et bonne raison que ça demande beaucoup de courage. Et que le courage, nous aujourd'hui, on préfère, je ne parle pas des politiques, je parle de tout le monde, nous, on préfère abaisser nos exigences que muscler nos hommes. Et donc de ce fait, il est plus facile aujourd'hui de laisser partir nos richesses que d'essayer de les garder. Donc maintenant, notre défi, c'est d'éviter que les nouvelles entreprises, les nouvelles richesses que l'on crée partent demain. Donc pour moi, pour éviter que ça parte demain, on se doit, nous, chefs d'entreprise, de privilégier notre écosystème, notre économie locale, nationale. Alors moi, le premier, aujourd'hui, je chasse beaucoup, je travaille dans l'aéronautique, on en a parlé tout à l'heure, et je pars beaucoup à l'international pour aller... chercher du business, le marché français étant trop petit. Mais n'empêche que je m'oblige à faire fonctionner les entreprises françaises. Je travaille très très peu en offshore. Je ne suis pas dans la compétitivité du coup à essayer de travailler en Inde ou en Chine. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire travailler entre autres des Toulousains. Mais si je ne peux pas faire travailler des Toulousains, je fais à minimum travailler des Parisiens. Alors tout ça, pourquoi? En fait, ça a été également les choix que j'ai eus en rentrant à la CPME au départ. Moi, j'ai 3 enfants, et mes 3 enfants, je les aime profondément, et je n'ai pas envie de les voir qu'une seule fois par an quand ils seront plus grands, parce que moi, chef d'entreprise, dans mon rôle aujourd'hui, je n'ai pas été capable de protéger notre économie. Je n'ai pas été capable, voilà. Donc je me suis scié la branche sur laquelle j'étais assis, et puis après, je les verrai qu'une fois par an à Noël. Je ne veux pas de ça. Donc il est de mon devoir aujourd'hui, au-delà des chefs d'entreprise, de créer de la valeur, de la richesse, payer des salariés, etc., et des impôts, il est également dans mon rôle de protéger notre économie locale pour que les enfants puissent avoir du travail demain, j'espère dans la région, pour pouvoir les voir tous les week-ends. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est un commandement qui est important pour moi. Alors je ne dis pas qu'il faut acheter plus cher, je ne dis pas que, attention, on va travailler avec le voisin, donc on accepte d'aller payer plus cher quelque chose. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que des fois, il peut être plus intéressant de discuter avec notre tissu local ici, et d'aller chasser ensemble à l'extérieur, ça me paraît un peu plus intelligent, et puis de se partager le business. Voilà. Merci, Johan. On regarde un petit peu où en est le positionnement de Johan après ce beau plaidoyer pour le côté défendons nos emplois, hein, et défendons nos emplois. Tu peux me montrer, s'il te plaît, sur le grand écran, où en est le local tu préserveras, le local tu privilégieras, pardon. Tu es pareil que tout à l'heure. Non, mais il doit y avoir un bug là, je pense. Voilà, hein, tu es dans le peloton de tête, mais ça remonte. Ah, ça remonte, tu vois, c'est en train de remonter. 3,74, 3,76 en direct. C'est en train de monter. Visiblement, 3,78. Vous aimez cet item. Tout à l'heure, elle nous a parlé de la parité. On accueillera de nouveau Paloma dans un instant, mais puisqu'on parle de local et que je vois qu'il est également présent avec nous, je voudrais alerter la salle pour vous préparer à applaudir très fort, mesdames, messieurs, Alain Di Crescenzo, le président de CCI Occitanie. Même
Bonsoir Alain. Salut. Même challenge que Jalil. C'est possible, Ouais. 2 minutes? Bien sûr. Samuel m'a dit en 2 minutes, c'est impossible que tu le fasses. Ben, je vais faire 3 minutes alors. Alors, Simplement, c'est super. bonne soirée. Ouais, super soirée, bravo. Super exercice. Et puis j'ai compris comment on faisait, donc c'est génial. Alors moi, simplement, je réfléchissais et je pensais à effectivement des commandements. Mais il manquait un thème. Qu'est-ce qui nous projette en avant? Qu'est-ce qui fait qu'on accélère? Et pour moi, il y a 2 éléments où je suis obsessionnel. C'est le benchmark et le challenge. Alors je dirais, sur le challenge, osez vous faire challenger. Arrêtez les conseils d'administration de complaisance, arrêtez donc les comités de complaisance. Ayez des ravis. Ayez des ravis. Alors le ravi, c'est quoi? C'est ça le ravi. Le ravi, c'est quelqu'un qui ne comprend rien à ce que vous faites. Exemple dans ton métier, aéronautique. Ils cherchaient à optimiser une pièce, l'assemblage d'une pièce, et ils ont fait venir quelqu'un qui n'y comprenait rien. Et le gars dit, mais c'est quoi ces petits trucs-là? C'est des rivets. Pourquoi vous en mettez autant? Merde, pourquoi on met autant de rivets? Ils ont divisé les rivets par 2, ils ont gagné un paquet de pognon. Arrêtez donc cette complaisance. Le deuxième truc, c'est le benchmark. Du benchmark, tu te nourriras. Arrêtez de développer des choses, de créer des choses sans aller voir ce qui se passe. Un métier, ayez votre guetteur. Le guetteur, c'est celui qui vous tape sur la tête quand il vous dit que quand vous développez quelque chose, que vous n'êtes pas allé regarder ailleurs ce qui se passe. 90% des technologies que nous développons dans mon métier existent déjà. C'est débile. Je voudrais vous donner un exemple de guetteur extraordinaire, de benchmarker extraordinaire, Samuel 7. Ça, c'est pour tout à l'heure. C'est le match retour, ça. Le gars veut faire une tour Eiffel à Toulouse. Incroyable. Il se dit, non, je ne vais pas la faire comme ça. Je vais à l'exposition universelle à Dubaï. Et il revient avec sa tour Eiffel. Il est extraordinaire. Je vous demande d'applaudir Samuel 7. Ah, ça me rappelle le match entre deux personnalités de Canal+, qui balançaient leur téléphone portable à l'antenne. Tu sais, il y a toujours un match retour entre les uns et les autres. Par contre, Alain, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai l'impression que ton mouvement de tête me rappelle un certain président, des fois. Méfie-toi, si tu montes à Paris pour certains challenges nationaux, ça va faire couler de l'encre, ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alain Di Crescenzo. On peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Elle est une spécialiste des marques et elle vous a parlé de parité. C'est vrai, c'est son cheval de bataille. Hein. C'est son grand dada à Paloma. Elle dit il faut que les femmes investissent dans l'économie de plus en plus. Le deuxième point qu'elle avait envie de développer, et c'était peut-être un peu plus surprenant, c'était l'impact social et environnemental. Et donc, je vous laisse écouter Paloma Castro défendre ce point et ce commandement. L'impact social et environnemental, qui cherchera? Aujourd'hui, l'emploi intelligent des ressources, l'inclusivité dans la force de travail, la parité dans les opportunités, l'impact social vont vous amener plus de ressources, vont vous mettre vraiment dans l'air du jour, vont permettre de nouveaux investisseurs de rentrer dans votre aventure ou même plus de consommateurs pour qu'ils comprennent qu'est-ce que vous essayez de faire dans le long terme. On est tous en train de bâtir des boîtes, des sociétés qui sont dans la durée. Les PME, les ETI, les startups ne peuvent pas bâtir et consolider sans que le E de l'environnement, les S du social, les G du genre soient inclus dans les structures et dans les business plans de la société. Moi-même, je suis à la base en train de créer un système de notation pour lequel on puisse comprendre quels sont les acteurs de la finance qu'on peut considérer bons pour l'environnement, la société et tout ce qui est la parité, mais en même temps, ceux qui sont très prompts
de permettre aux femmes d'investir avec une confiance de que les produits et les services vont être à l'aise dans leurs priorités. Et toute cette richesse va circuler. Ça veut dire, si on veut être dans un cercle vertueux qui nous permet de grandir, on doit appliquer ce système d'attirer l'environnement, le sociétal et la parité, y inclut les femmes dans ce qui va être notre avenir de boîte. Merci à Paloma. Grand merci à Nicolas Pou et toutes les structures de CPM31 pour cette opportunité. Et je vous souhaite une super soirée et surtout beaucoup de chance dans cet avenir merveilleux que la France présente dans l'année 2022. Merci. Adios. On va boucler la boucle comme on l'a commencé avec toi. France Charruyer, applaudissements pour elle, s'il vous plaît. C'est vrai que tu aurais pu porter la parité également, sans aucun problème. Paloma vient de parler de ce commandement qu'elle a envie de défendre. Donc vous, toujours pareil, je ne veux pas vous répéter toujours le sempiternel truc, mais vous pouvez monter et descendre. Et on a vu que les scores étaient en train d'évoluer. Alors, la question que je me pose, comme le public d'ailleurs doit se poser, c'est est-ce que tu veux le faire en duo avec Philippe Dessertine, ce dernier commandement, puisqu'il a tellement dit que la data, l'or noir, ça l'intéressait, ou tu le sens tout seul, ce commandement? Je suis une femme de challenge. À deux? Et on l'a jamais fait, on l'improvise. Tu prends ton micro, Philippe? Et si on faisait ce pas de deux? Oh. Et méfie-toi parce que c'est une spécialiste des poèmes. Hein. Oui, oui. Ne la lance pas sur Camus, hein, t'es mort. Hein. Et ah ouais, ça me fait un peu Sonnet Chardin, tu vois, revisiter un peu ce soir. Hein. Camus, Sonnet Chardin, là, effectivement. On part de loin. Il y a un gap hein, quand même. Poésie, Camus. Bon. Alors, je vous laisse vous préparer 2 secondes ou vous partez comme ça. Ouais, allez, écoutez, mesdames, messieurs, le dernier commandement à 2 voix, France et Philippe. Avec une voix. Une voix et un enfant de cœur à côté. Donc allons-y. Non, je n'en crois rien. Ce soir, je pense qu'on va faire la synthèse. Alors, on part de loin et effectivement, c'est un choc pour moi comme pour vous. Mais comment vous pouvez sous-estimer à ce point la data? Alors, c'est mon dada. Mais moi, ce soir, je vais vous proposer de faire un coup data. C'est quoi le coup data pour la PME? C'est simple, vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas, vous serez renversé. Alors, on va commencer par ce code de conduite minimal que sont les 10 commandements, hommage à Samuel VII, bien sûr, puisqu'il a fait le choix. Mais ce n'est pas un hasard. Pourquoi ce n'est pas un hasard? Bien parce qu'on va détruire ces veaux d'or. Quelles sont-elles, ces veaux d'or? Pourquoi vous n'avez pas conscience de la valeur de vos données? Pourquoi vous ne nous accordez que 2,35? Bien parce que vous êtes dans une servilité volontaire, parce que vous les abandonnez. Vous les abandonnez aux bisons américains et aux tigres chinois. Mais oui, c'est tellement bon la friandise tendue par les GAFAM. Instagram, Snapchat, Apple, c'est tellement bon et c'est tellement facile. C'est la génération chamallow. Je like, donc j'existe. Je suis liké, je suis le roi. Sauf qu'aujourd'hui, les choses vont être un petit peu différentes. L'Europe est en train de se réveiller. L'Europe est en train de se réveiller et peut-être elle est en train de se dire eh bien, la captation de l'économie, sur notre économie de l'attention, la captation de nos données, par la gloutonnerie des GAFAM, on va peut-être y mettre un stop si on veut continuer à exister. Sinon, le cancer, ça sera made in Miami. Sinon, effectivement, on va continuer à importer des masques et recevoir des leçons, comme on l'a reçu pendant le Covid, où ce sont les Chinois qui livrent les Italiens. Parce qu'on a été humiliés ce jour-là, pendant le Covid. Parce qu'on n'a pas été très bon. Et quand on n'est pas très bon, il y a une toute petite chose qu'on doit faire, c'est se réveiller. Alors comment on va se réveiller? On ne va pas se réveiller tout seul. Et la PME, elle a peut-être des leçons à donner par rapport aux gros groupes. Parce qu'elle est forte de quoi? De son agilité. Parce que l'humain, elle l'a dans les tripes et dans les veines. Et parce que la data, effectivement, elle n'a pas conscience qu'elle en a, et pourtant elle n'a pas le choix. Pourquoi elle n'a pas le choix? Parce qu'elle, si elle ne sécurise pas ses données, la lumière, elle s'éteint d'un seul coup. Je n'ai pas une armada de DPO et de DSI qui va venir à son secours. Ce n'est pas un service essentiel, la lumière, elle s'éteint, c'est net, c'est instantané, c'est terminé. Pas de trésorerie,
vous ne faites plus partie du match. Pourquoi vous ne faites plus partie du match? Parce que vous n'êtes pas monté sur ce tapis roulant qui roule à toute vitesse de la data. Deuxième raison, c'est que vous n'avez pas conscience de la valeur. Alors on va briser les veaux d'or, effectivement, parce qu'on n'a pas le choix. On va se faire aider par notre écosystème, qu'il soit régional ou européen. On va essayer de comprendre les dispositifs. Pourquoi est-ce qu'on va avoir le Digital Service Act, Market Act, Governance Act? Mais parce qu'on est en train de se rendre compte que le droit, c'est peut-être aussi une arme politique. Alors il est peut-être parfois derrière, mais là il est devant, parce qu'on a une espérance, l'espérance d'un avenir commun, parce que la dignité, elle s'acquiert d'abord par le travail. On va tendre la main, on va continuer à tendre la main, à tendre les masques chinois et les médicaments ou les vaccins américains, une fois que nos chercheurs seront partis. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Alors oui, les dormeurs que nous sommes, ben, on va se réveiller. Alors ta data, tu protégeras. Parce que c'est ton honneur et puis c'est aussi les données de tes salariés, de tes fournisseurs, de tes clients, parce que tu dois être un acteur de confiance. Et que la confiance, elle ne se décrète pas, elle se prouve. On va se retrousser les manches. C'est pas si compliqué que ça, le RGPD, c'est pas un gros mot. C'est simplement une boîte à outils. Et vous avez tout un écosystème qui vous met à disposition gratuitement cette boîte à outils. Que ce soit la CNIL, la TSI, la région, les CCI, ils sont tous là derrière vous. Et on a une chance fantastique de vivre en France et de vivre dans une région qui fait tout pour qu'on capitalise la valeur sur nos territoires et pour nos hommes et nos enfants connectés. Alors on va s'y mettre. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire rentrer la data dans la colonne actif. C'est ce qu'il a dit, Philippe, tout à l'heure. N'est-ce pas? On va la faire rentrer dans la colonne actif. Il nous faut des données propres. Il ne nous en faut pas tant que ça. Il faut les bonnes, sobriété, pertinence. Il faut qu'elles soient vertes aussi, ça je l'ai appris depuis le 15 novembre. Écologie, à l'instar des énergies propres, il va nous falloir des données propres. Mais ce n'est pas tout. C'est quoi un système d'information? Un système d'information, c'est un organisme vivant. Et comme c'est un organisme vivant, eh bien on va l'alimenter. Ben, vous passez le permis de conduire, ben, vous allez passer le permis data. Et puis vous avez des red flags, vous avez des sens interdits, hop, et vous allez rentrer sur cette autoroute. Mais pourquoi? Parce que le jour où vous vendrez votre entreprise avec votre petit fichier client, eh bien, on ne vous demandera pas de le rembourser parce que le fichier n'est pas licite. On ne vous imposera pas une GAP, garantie d'actifs et de passifs, où on vous demandera de rendre ce que vous avez récupéré. Mais ça ne marchera au niveau des PME que si on travaille ensemble et si on se tient la main. Parce qu'effectivement, la data d'une petite PME, ce n'est pas grand-chose. On est fiers de ce que l'on a, on va essayer de relocaliser, de garder la valeur pour nous. Alors à quoi on doit penser? Quelle est la caractéristique des entrepreneurs que vous êtes? C'est que cette chaîne de valeur de la data, c'est votre information, c'est votre créativité, c'est vos savoir-faire à ne pas faire savoir, ce n'est pas simplement les données personnelles, c'est toute l'information. Vous avez envie de fonctionner comme des livres ouverts pour Google, de vivre le destin de Duracell, où Amazon a tout pompé, tout terminé et tué le modèle économique. C'est ça qui nous arrive devant si on ne réfléchit pas davantage. Vous allez garder la valeur sur nos territoires. Oui, on est en train de réfléchir à la portée extraterritoriale, oui. Mais peut-être la leçon de ces 10 commandements, qu'est-ce qu'il nous a dit, Moïse? Et oui, on y revient, toujours les bons vieux principes. Vous briserez les idoles. Pourquoi? Parce qu'il voulait être souverain et ne pas rester un vassal. Nous ne resterons pas des vassaux des États-Unis ou du tigre chinois. Du moins, nous aurons cette ambition. Alors oui, et on fait la synthèse, il va falloir faire preuve de courage pour que nos enfants aient un avenir commun. Oui, il va falloir faire preuve de courage pour qu'on s'intéresse peut-être à autre chose qu'une optimisation pour l'optimisation à l'heure où la planète brûle, peut-être à ces notions de bien commun. En n'oubliant pas une petite chose, quelle est la leçon de la donnée? C'est que la donnée ne nous appartient pas. La donnée personnelle, c'est un prolongement de la personnalité, on en est les usufruitiers. Et on doit modestement se contenter de régner dessus. Et puis il y a Euripide qui nous dit une petite chose, qui nous dit « Mortels, soyez modestes ». C'est votre condition qui nie votre ambition. J'ai rien à rajouter là, qu'est-ce que vous voulez? Juste applaudir.
tu nous fais un petit refresh sur l'ordinateur puis pour voir un peu où ça a progressé. J'ai vu que ça progressait, mais que ça partait tellement loin que on a quand même progressé parce que tes données, tu privilégies. Attends, où tu es? Tes données, tu me fais tout changer là. Fais-moi un refresh et on n'en parle plus. Tu es sur hop, voilà. Tes données, tu valoriseras à égalité avec la facture fiscale, c'est ça? C'est même dépassé tes données, tu optimiseras à dépasser tes. Voilà, c'est kiff avec la facture. Bref, c'est en train de bien remonter. C'est pas complètement fini, il reste encore quelques minutes. C'est vous qui votez. Vous pouvez voter plusieurs fois, évidemment, vous l'avez remarqué, hein, c'est pas impossible. Et puis validez bien en bas, parce que sinon, ça prend pas en compte votre vote. Et Philippe, tu n'as rien rajouté parce que tu penses que c'était bien. Il n'y avait pas un détail supplémentaire que tu aurais pu rajouter sur les données? Non, la plaidoirie était parfaite. Là, honnêtement, il n'y avait rien à rajouter depuis le début jusqu'à la fin. Après, la logique par rapport aux données, c'est aussi justement la question de l'utilisation, le développement que nous, Européens, on doit absolument décider à lancer. Et là encore, faut rappeler, Facebook ou Google, c'est un garage et un cerveau. On a des garages, on a des cerveaux, on n'a pas de Google, on n'a pas de Facebook. Et là, on a un vrai problème, un vrai grand défi. Et le défi va provenir ou il va être réglé quand vraiment, toujours pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, la base, les gens, les petites entreprises vont se dire, là, il y a un enjeu capital. Et effectivement, la création de valeur mondiale, aujourd'hui, elle se fait par la data. Toutes les entreprises qui valent très cher sont les entreprises de data. Et ces data, ce sont souvent les nôtres. Donc c'est intéressant, hein, on est en train de donner la data et la valeur à des entreprises qui ne sont pas chez nous. Alors, mais c'est toujours à la fin. Je vois, ça tend à bouger, mais pour l'instant, voilà, la salle vote, elle est reine de son choix. Et pour l'instant, elle n'a pas réussi à dépasser. Mais rien n'est fini, rien n'est figé, puisque vous allez revenir sur scène dans quelques minutes pour le final. Et au moment où on conclura avec Samuel, on figera définitivement le classement. Et je voudrais que, en les raccompagnant jusqu'à leur siège, parce qu'on va accueillir Samuel dans un instant pour la conclusion, on applaudisse très très fort ceux qui nous ont défendu les commandements. Philippe, Johan, Fergan et France. Alors, nous allons accueillir dans un instant Samuel pour la conclusion, mais je voudrais d'abord vous remercier évidemment de la part de tous les organisateurs pour être présents avec nous ce soir. Toujours un plaisir de se retrouver, puis vous avez été présents tout au long de la journée, d'après ce que j'ai vu. Vous avez tweeté pas mal, d'ailleurs, j'ai vu sur cet écran, et notamment Nicolas, qui est un fou du tweet. Hein. Et donc, on a vu Johan dans toutes les positions hein, sur Twitter ce soir, là, je veux dire, il était la star de Twitter. Il y a évidemment parmi vous certains qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas à en parler évidemment sur ce réseau social qui est celui des chefs d'entreprise avant tout. Hein. Je ne dis pas trop de bêtises, Philippe, jusque-là, on est d'accord. Et je voudrais, pour la conclusion, qu'on accueille celui qui est le, comment dirais-je, le président du fan club d'Alain Di Crescenzo, Samuel 7 pour les 10 commandements, et le 11e. Quand est-ce que vous afficherez le téléphone portable de Alain Di Crescenzo moi, ça me ferait rire, par exemple, vous voyez. Mais je vous annonce, le plus officiellement du monde, que je donne une prime de 50 € à toute personne qui le fera en mettant /10CE. Et appelez à partir de 3 h du matin, évidemment. C'est pas drôle. Hein. C'est la moindre des choses. D'accord. Bon, cela étant, pour faire un résumé, une conclusion de cette soirée, tout d'abord, votre sentiment, cher président ? Quand on fait un petit peu tout ça, en réalité, on le fait pour combattre ce que de manière ampoulée, on appelle la solitude du chef d'entreprise. La solitude du chef d'entreprise, c'est un petit peu ce qui fait que... Comment on peut appeler ça? C'est ce fameux tiraillement, c'est ce sur quoi, c'est ces pressions que l'on subit, et qu'on accepte de subir d'ailleurs. Que la société civile, la société dans laquelle on évolue, nous impose, et finalement celle qui nous excite assez. Ce tiraillement, c'est un peu ce qui fait de nous des menteurs en réalité. Du matin au soir, nous mentons en tant que chef d'entreprise.
Et nous sommes donc à tirailler, et nous appelons ça la solitude chez l'entreprise. Quand vous présentez un business plan à 3 ans à votre banquier, vous mentez. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire dans un mois. Vous mentez. Quand vous dites, vous avez une petite boîte, vous vous battez, et puis quand vos collaborateurs disent « c'est bon patron, pour la paye ce mois-ci, c'est bon, et vous êtes à moins de 200 000 sur le compte, vous avez déjà dépassé les choses, mais bien sûr, c'est bon, pas de problème, vous mentez. Tous ces éléments de la vie du quotidien, quand je discute avec chacun d'entre vous, et qu'on me dise « moi, je vis ça comme ça, c'est dur et c'est compliqué, le matin, je me lève », si on le conçoit comme un combat, alors là, on est dans la solitude chez l'entreprise. Et tout ce qu'on fait, ça, là, quand on écoute des gens lettrés, des gens intelligents, des gens raffinés, quand on organise des journées comme ça, ou quand on va en déplacement, on essaie justement de sortir de cet élément-là. Et c'est notre rôle en tant que syndicat de nous amener à sortir de cet élément-là. Je vais vous raconter une chose. Nous rentrons de Dubaï, nous étions à l'exposition universelle. J'ai une bonne nouvelle, c'est que dans le monde entier, tout le monde, comme nous, parle de développement durable. Tout le monde a mis ça dans son programme. Mais je vais vous dire une autre chose. Personne à l'expo de Dubaï n'a présenté de développement autre que par une hypercroissance, que par des centrales nucléaires, que par la désalinisation de l'eau. On est les seuls, finalement, en France, à envisager notre avenir par une forme de décroissance. Tout à l'heure, Philippe, tu disais, quand tu parlais à tes X, je crois que c'est pendant des cours à X, tu disais, bon, ils sont déprimés, ils pensent qu'ils vont mourir, ils pensent qu'on va vers une fin. Moi, j'aimerais vous dire qu'un grand nombre, tout le monde entier en réalité, en tout cas lors de l'expo, et dans ce qui a voulu nous être démontré, envisage une confiance dans la technologie, dans le progrès, et considère que c'est ce dernier qui va nous faire arriver à vivre à 8, 10, 15 milliards, je ne saurais dire combien, et nous faire arriver à profiter au mieux des ressources qui sont les nôtres. Alors chaque fois que l'on se confronte à des idées différentes des autres, chaque fois que l'on vient travailler dans le débat, et je sais que c'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, les débats, les idées différentes, on voit qu'il est parfois plus facile de se rester entre soi. Chaque fois qu'on a l'occasion de discuter avec des personnes différentes, notamment dans les soirées CPME, mais pas seulement, eh bien on réussit un petit peu. On est un petit peu dans notre rôle, évidemment, notre rôle initial, qui est celui de défendre les intérêts des entreprises, cela va sans dire. Parce qu'on a la faiblesse de penser à la CPME qu'il n'existe pas meilleur facteur d'intégration que l'entrepreneuriat en réalité. Pas d'histoire de mœurs, de race, de diplôme, de couleur, de ce que vous voulez. Il y a qu'est-ce que tu me vends, quand est-ce que tu me livres, quand est-ce que je te paie. Et ça, finalement, tout le monde, nos dirigeants, nos élus, seraient fondés à considérer justement que l'entrepreneuriat est un facteur d'émancipation parmi les plus puissants qui soient. Et dans les moments de doute, comme la société dans laquelle on vit avait des fortes tensions, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir s'appuyer également là-dessus. Voilà ce que l'on cherche à faire, avec plus ou moins de réussite, dans notre démarche, dans notre volonté de pouvoir d'amener nos entreprises à se confronter au monde, sortir de ce paradigme franco-français, et puis peut-être, qui sait, arriver à faire que notre pays retrouve, par principe, j'aimerais dire, son lustre d'antan, par provocation, justement. Bon, en tout cas, cette soirée et cette journée qui avait vocation à être dynamisante, à vous donner ces 10 commandements comme une boîte à outils pour vous dire, voilà, dans cette direction, nous, on y croit, et plutôt basé sur l'optimisme et le dynamisme de la CPME comme d'habitude. Samuel, les 10 commandements, comme ça vous parle évidemment à vous, on va vous demander également si vous en aviez un 11e à proposer ce soir, ce serait lequel ? Ça me parle, parce que tu vois Samuel, d'accord. Oui, bon, c'est d'une rare banalité. Le 11e commandement, c'est, même si c'est regrettable, c'est ainsi. En France, c'est à notre capacité de nuisance qu'on jauge et qu'on nous écoute. Alors, je pense que le 11e commandement, c'est avec tes autres entrepreneurs, tu te regrouperas et puis dans un syndicat, tu adhéreras. Le nôtre, si vous le souhaitez, si vous considérez qu'il vous défend. Je me permettrai de rappeler que 99%, je fais ma déroule, 99% des entreprises ont moins de 250 salariés. Et quand on pense tissu économique français, on pense à une organisation qui a prétention, comme la nôtre, de défendre ses intérêts. Alors j'avais récemment, lorsque Martin, dans un article, m'a tendu un piège, je me dit tu n'es pas l'ami de tel ou tel ministre. Bon, il ne sait même pas que j'existe, le ministre, donc on s'en fout. Hein. Mais moi, je ne fais pas du syndicalisme pour faire des amis. Moi, je fais du syndicalisme parce que
Un jour, avec ma femme, avec qui j'ai monté mon entreprise en 2002, je ne me suis pas aperçu tout de suite dans quoi je m'emballais et dans quoi je partais. Puis si je m'étais rendu compte, en réalité, j'aurais arrêté dans la minute qui suit. Et je pense que c'est que par inconscience que j'accepte d'avoir des millions d'euros d'endettement. C'est que par inconscience que tous les matins on se lève et puis on met le casque, le glaive, le bouclier, puis on part. On part conquérir, mais conquérir pas au sens négatif du terme, au sens agglomérer autour de soi. Alors j'ai la chance, je les vois là. Après que j'ai dit que j'ai été menteur, je vois des dirigeants de mon entreprise qui sont par là, j'en vois plusieurs cadres. Il n'y a rien de plus beau finalement que d'agglomérer autour d'une idée commune et de voir que des gens s'approprient une idée, la fassent vivre. Je crois que c'est difficile, c'est quelque chose qui est incommensurable et quelque chose qui est difficilement compréhensible par les personnes qui ne l'ont pas vécu. Et donc nous on essaie de retranscrire ça. Je ne voudrais pas être trop down. De toute façon on ne peut pas être plus down qu'en sortant des conférences de Fergan et de Philippe qui nous ont dit qu'on allait mourir, qu'on allait être écrasé, etc. Et je pense que c'est un point important, c'est-à-dire au moins on a une existence sociale et je pense que la meilleure existence sociale qu'on puisse avoir, c'est de se regrouper. On nous enferme dans une caste, autant la respecter, autant faire valoir les intérêts de notre entreprise parce que je pense qu'il y a quand même moyen de faire sortir, et c'est à nous de le faire, de faire sortir le pays d'une situation dans laquelle je considère, à tort ou à raison, qu'il n'est pas dans la meilleure des situations aujourd'hui. Et donc je pense qu'on a un rôle à jouer, on doit le jouer, et malheureusement... on va essayer de s'imposer dans les prochains mois, les prochaines semaines, pour faire en sorte qu'on se batte moins sur le futur prénom de nos enfants, mais plus sur le rôle qu'a joué l'entreprise dans la société. Voilà. Très bien. En tout cas, ce soir, on va regarder. On va figer maintenant les résultats. Tu me fais un dernier refresh, s'il te plaît, Ludo, et tu nous montres les résultats, le classement. Humain, tu resteras. Reste à la première position ce soir. Ensuite, persévérant, tu seras. Ça va faire plaisir à Johan. Ton capital humain, tu développeras. L'impact social et environnemental, tu rechercheras. La rentabilité de ton entreprise, tu obtiendras. La parité, tu établiras. Le local, tu privilégieras. Contre le dérèglement climatique, tu agiras. La facture fiscale, tu optimiseras. Et tes données, tu valoriseras. Et voilà le classement final de cette soirée. C'est vous qui l'avez fait ce soir. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été avec nous en interaction. Merci à la CPME de m'avoir fait confiance ce soir, Nicolas et Samuel. En plus, ça m'a permis de revoir Isabelle, d'avoir le plaisir de voir le sourire de Sylvie, Didier Dezolme, même un journaliste collègue qui est avec nous, Vincent, qui est là. Ça fait plaisir. Martin, pardon, qui est avec nous. Pardon. C'est le Vinzal qui m'a induit en erreur, Martin. Hein, et puis bien entendu, vous tous, d'avoir participé à cette soirée à nos côtés ici. Il nous reste le meilleur, se parler avec les jolies musiques et un DJ et la bonne humeur toulousaine que je retrouve avec plaisir. À tout de suite, bonne soirée.